Bonjour à tous et à toutes et merci de l'invitation. Nous commençons. Ça va? C'est bon. Alors, pas de conflit d'intérêts, mais alors de très nombreux soutiens dès que toutes ces personnes ont appris que j'allais présenter effectivement cette controverse avec l'idée d'être pour. Alors plus sérieusement, trachéotomie en réanimation, il y a 3 questions à se poser. Pourquoi, pour qui et quand? Donc on va essayer de répondre. Alors pourquoi? Bien parce que l'intubation, bien entendu, ça sauve les malades, mais il y a des complications. Et il y a de nombreuses complications. C'est un geste invasif aussi, c'est douloureux, ça peut être responsable des complications dont je vais faire la liste. Et il y en a. Lésions dentaires, plaies des tissus de la bouche et du pharynx, hémorragie buccale et pharyngée, inhalation du contenu gastrique, intubation accidentelle de l'œsophage, des complications aussi à type de douleur pharyngée dans 15 à 30% des cas initialement, un œdème sous-glottique, des complications traumatiques au niveau du larynx et de la trachée, des paralysies récurrentielles, des granulomes, et vous voyez que l'incidence n'est pas si faible que ça, plein d'ulcérations par exemple sur l'aryténoïde, des granulomes également ou des troubles moteurs. Les autres complications peuvent être également beaucoup plus graves, par exemple des intubations bronchiques sélectives, avec une atélectasie du côté de la bronche ventilée et un volotraumatisme de l'autre côté. Des complications à type d'obstruction, avec en particulier des coups durs, des déplacements de la sonde, des morsures de la sonde. L'accumulation des sécrétions, elle se fait aussi dans les canules, il faut bien le dire. Une autre complication extrêmement grave, qui est l'auto-extubation ou l'extubation accidentelle, avec un risque d'arrêt cardiaque immédiat ou lors de la réintubation, soit parce qu'elle est difficile ou parce qu'il y a des conformités anatomiques un peu plus difficiles ou un œdème de la glotte. Et là encore, l'incidence n'est pas nulle, c'est de 5 à 15%, une moyenne de 10%. Elle peut être très souvent délibérée, c'est-à-dire que c'est le malade qui s'auto-extube, mais parfois accidentelle également. On connaît les facteurs de risque, c'est l'agitation et l'absence de sédation essentiellement. La réintubation est requise dans 50 à 75% des cas d'auto-extubation, donc d'où le danger. Et on sait, je ne l'ai pas noté dans le diaporama, mais que les malades qui vont nécessiter, qui sont un échec d'extubation, une autre forme d'extubation, mais là qui a été faite par les docteurs, eh bien ça va entraîner une mortalité très importante dans ce groupe. En tout cas, c'est associé à une grande mortalité dans ce groupe. Donc l'échec d'extubation, c'est 4% en réanimation chirurgicale et 22% en réanimation médicale ou respiratoire. Donc là encore, vous voyez des chiffres qui sont quand même très importants. Les complications infectieuses, alors c'est essentiellement les pneumonies acquises sous ventilation mécanique et les trachéobronchiques. Et depuis très longtemps, il y a un rapport entre la présence de ce tube, même s'il y a un ballonnet, on sait qu'il y a des micro-inhalations qui vont favoriser donc la survenue de pneumonie. On reverra sur la trachéotomie s'il y a des avantages, ce n'est pas certain, mais en tout cas, il est très bien documenté avec l'intubation. Les autres complications sont plus tardives, on les voit finalement, ce n'est pas nous qui les voyons finalement, mais elles existent. Ce sont des lésions de sténose trachéale, qui sont des lésions qui peuvent être graves. Alors ça parle quand la sténose est supérieure à 70% de la lumière, c'est quand même 5 à 20% des malades qui vont développer possiblement des sténoses, et puis des fistules trachéo-œsophagiennes qui sont devenues heureusement très rares. Donc si on ne peut pas extuber rapidement un patient, afin d'éviter en particulier un certain nombre de ces complications, pourquoi ne pas faire une trachéotomie? Elle a des inconvénients, quelques-uns, c'est clair, mais il y a beaucoup d'avantages. Donc les petites photos en dessous là vous montrent une trachéotomie par voie percutanée, qui est maintenant la technique, en tout cas exclusivement utilisée dans notre service et qui a remporté un grand succès dans de nombreux services et qui se complique beaucoup moins. Alors c'est vrai, il y a des inconvénients. C'est un nouveau geste invasif chez un malade, donc il y a des risques potentiels associés. Mais avec la technique percutanée, c'est vraiment très limité. Et si on respecte bien les contre-indications sur un malade en état stable, ce n'est pas une trachéotomie d'urgence qu'on va faire, la mortalité est heureusement très faible. On touche du bois, elle est proche de 0, et les complications les autres complications qui ne sont pas très sévères, c'est essentiellement des hémorragies locales.
Elles sont donc en moyenne de 6% dans l'étude Trackman, et là encore, on pousse probablement un peu loin dans certains services les indications sur des malades qui n'ont pas des corrections complètes de leur hémostase et qui expliquent un certain nombre de ces hémorragies. Ça reste une porte d'entrée infectieuse, c'est vrai. Autre élément qui peut être pris négativement, c'est la prolongation peut-être futile des soins chez certains malades qui sont véritablement insevrables, quelle que soit la technique de la ventilation mécanique. Mais les avantages sont extrêmement nombreux. Ça diminue l'espace mort anatomique. Vous savez, l'espace mort anatomique, ça va être tout l'espace qui est compris ici, où l'air qui est contenu ne participe pas à l'hématose. Donc c'est de l'air, entre guillemets, perdu. Également, ça assure une plus grande sécurité lors des soins et ça facilite la mobilisation du patient, en particulier sa mise au fauteuil. Ça assure un meilleur confort pour le patient. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous, les infirmières, qui le dites. Alors, c'est une étude ancienne, mais elle est toujours vraie. À la question confort et facilité des soins, les infirmières qui étaient interrogées dans cette étude, le confort du patient, 90%, facilité pour avaler, 93%, aspirer les sécrétions, 92%. C'est un plébiscite. Et il y avait d'autres questions, même plébiscite. Recours à la trachéotomie, est-ce qu'il était trop fréquent? Non, il n'était pas assez fréquent dans 49%. Délai de l'équipe médicale, ils attendaient trop longtemps. Les bénéfices psychologiques, mais considérables. Le patient est beaucoup mieux, à 75%. Est-ce que vous préférez prendre en charge un patient trachéotomisé ou un patient intubé? Un patient trachéotomisé, 77%. C'est trop. Alors, ce n'est pas seulement les infirmières qui le disent, c'est aussi les patients qui le disent. Dans l'étude donc de Blot, qui comparait trachéotomie précoce versus une intubation plus prolongée, donc dans une population de réanimation, donc sans sélection de population particulière, il y avait une question qui s'intéressait au confort des patients. Ils étaient interrogés, ceux qui avaient connu les deux, la trachéotomie et l'intubation, et qui étaient capables de répondre. Eh bien là encore, la plupart des questions qui étaient posées sont en faveur de la trachéotomie. Donc c'était sur une échelle, vous savez, des échelles analogiques, comme pour Eva. 1, c'était acceptable, donc le mieux, et 10, c'était insupportable. Eh bien, vous voyez qu'à chaque fois, la trachéotomie a un score plus bas, donc ça veut dire qu'elle est beaucoup mieux tolérée au point de vue des douleurs, pour la possibilité de bouger, l'inconfort de la bouche, le sentiment de sécurité qu'ont les malades, la modification d'image corporelle, le sentiment de confort global, tout ça, c'est en faveur de la trachéotomie. Alors, encore plus, les études qui le disent, et là, c'est sur une preuve indirecte, ça va être sur la réduction des drogues sédatives. Donc, Ania Nieskowska, dans le service, avait montré déjà il y a quelques années que quand on trachéotomisait un malade, finalement, pratiquement du jour au lendemain, on diminuait considérablement les doses de sédation. Vous voyez, à la fois, c'était donc les 7 jours avant et les 7 jours après. Ça, c'était vrai pour, ici, c'est le fentanyl qui était utilisé à cette époque-là. Et c'est vrai, donc, vous voyez, jour par jour, et en moyenne également. La même chose pour les autres produits qui étaient le midazolam. En plus, ça ne se faisait pas au détriment de l'état de calme et d'agitation du malade, puisque après, le malade est moins agité et il est plus calme. Donc on enlève pratiquement les sédations et on a quand même un patient qui est beaucoup mieux. D'autres études vont montrer ça. On avait donc dans l'étude ETOC qu'on avait conduite donc à la Pitié, dans une population particulière, on y reviendra sur des malades de chirurgie cardiaque. Vous voyez que les barres rouges montrent les patients qui étaient en ventilation prolongée et les autres qui étaient trachéotomisés. C'est des trachéotomisés très précoces qui étaient faites dans les 4 jours versus intubation prolongée ou une trachéotomie qui était faite au-delà de 15 jours. Et là, vous voyez, les quantités journalières sont données, et là, il n'y a pas photo, les barres suffisent, les dessins suffisent, il y a des petits P qui viennent, bien entendu, corréler ça. Ce n'est pas la seule étude qui retrouve ça. Une grande étude menée en Angleterre qui s'appelait Trackman, l'effet qui était retrouvé largement, c'était la même chose sur le pourcentage de malades recevant des drogues sédatives, donc vous voyez sur les 30 jours de l'étude, et là encore, il n'y a pas photo, les malades qui étaient traités par une trachéotomie précoce recevaient beaucoup moins souvent de sédation que les autres. Autre avantage, la facilité des soins oropharyngés. Donc là, il y a quelques photos. On peut bien sûr accéder beaucoup plus facilement à la bouche et faire des soins importants pour le patient, à la fois son confort et peut-être pour le protéger des futures infections nosocomiales.
la facilité également de l'alimentation des patients. Et donc il y a des données objectives. L'aide-soignante est en train de donner à manger aux patients, vous voyez, alors qu'elle a été faite juste le jour précédent. Et vous voyez qu'on peut, en plus de l'alimentation donnée par la sonde, qu'on va pouvoir, dans certains cas, retirer très rapidement, on va pouvoir donner très rapidement une alimentation orale. Vous voyez qu'en pratiquement une semaine, on est déjà à 400 calories. Les avantages, facilitation pour les aspirations bronchiques. L'avantage également de la canule, c'est qu'on continue à avoir un ballonnet, donc on va continuer à protéger le patient vis-à-vis des inhalations. Les cordes vocales également sont théoriquement libres et fonctionnelles et on pourrait parler. Alors c'est le problème des canules de phonation, mais on ne va pas en parler à ce niveau-là. Autre grand avantage, ça facilite le sevrage de la ventilation mécanique. La trachéotomie diminue la résistance des voies aériennes, diminue le travail respiratoire, diminue la PEP intrinsèque, améliore la synchronisation patient-ventilateur. Et donc là, c'était un travail de Jean-Luc Dill présenté en 1999. Donc il a un peu critiqué son travail, mais il y a quand même des éléments qui sont venus un peu asseoir cette facilité du sevrage. C'est publié beaucoup plus récemment dans le JAMA. Alors c'est une population donc, de patients particulière. C'est des patients qui sont ventilés très très longtemps. On est au-delà de 21 jours de ventilation et on les transfère dans long term care, donc des centres de sevrage. Il y en a très peu en France, il y en a quelques-uns. Mais on va regarder deux façons de faire pour essayer de sevrer les malades du respirateur, soit du pressure support, de l'aide inspiratoire, soit de la trachéotomie. Eh bien, voyez que cette étude va être positive. Le pourcentage de patients sevrés va être plus important avec la trachéotomie et surtout, la durée médiane de sevrage va être beaucoup plus courte du côté de la trachéotomie que du côté des patients en presseur support. Les mortalités ne sont pas différentes. On va retrouver toujours cette petite différence, mais qui n'est pas du tout statistiquement significative. Quoi qu'il en soit, ça facilite le sevrage et en tout cas, ça le rend moins stressant à la fois pour le malade et pour les soignants. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices? Alors là, on va rentrer, je pense que là, c'était des données fortes et qui ne vont pas prêter beaucoup à discussion. Là, on va rentrer dans des choses qui peut-être prêtent plus à discussion. Est-ce que ça diminue la durée de ventilation mécanique? Est-ce que ça diminue la durée d'hospitalisation, l'incidence des pneumonies, la mortalité ajoutante ou la mortalité à 1 an? Et là, on pose la question de la trachéotomie précoce. Je vais vous donner quelques études et voir toutes les discussions que ça a entraîné. La première étude, essai randomisé, je ne m'intéresse pas du tout aux études de cohorte, un essai randomisé, 3 unités de réanimation, donc c'est Rumbach, ça c'est en 2004 que c'est publié, des malades graves de réanimation, des malades qui ont une probabilité d'être ventilés plus de 14 jours a priori, et surtout des scores Apache supérieurs à 25, 60 malades dans chaque bras. Eh bien alors là, c'est miraculeux, puisque la mortalité est divisée par 2, le risque de pneumonie est divisé par 5, les durées de séjour en réanimation, c'est divisé par 4, la durée de ventilation est divisée par 2. Vraiment, c'est extraordinaire. Alors, c'est un peu trop extraordinaire probablement, puisque toutes les études tous les autres essais randomisés ne vont pas retrouver des chiffres aussi fantastiques. Mais il y a quand même quelque chose. Les Italiens, eux, avaient pris comme point de premier critère de jugement, c'était la survenue de pneumonie associée à la ventilation. Donc vous voyez sur ce diagramme, ce dessin, qu'il y en a un peu moins, ça ne passe pas statistiquement, c'est 0,7, mais il y a quand même une tendance et il y avait d'autres facteurs qu'on appelle donc des critères secondaires de jugement. Et ces critères secondaires de jugement, vous voyez qu'il y avait plus de ventilateurs Friday, c'est-à-dire de jours sans ventilation et vivants, quand on prenait comme point de conclusion d'étude J28. Également un succès de sevrage qui était plus fort du côté de la trachéotomie précoce et une sortie de réanimation également plus fréquente que dans l'autre bras. La survie à J28 n'était pas statistiquement différente. Autre étude encore randomisée, troisième étude, c'est l'étude ETOC qu'on avait menée. Là, c'est une population bien particulière, des malades de réanimation, mais qui viennent du service de chirurgie cardiaque puisqu'ils ont été opérés, avec des critères qui nous permettent de dire que ces malades, à la fois, étaient très graves et auraient une ventilation prolongée. Donc,
Tous ces patients ont eu une trachéotomie percutanée, une centaine dans chaque bras, pas de perdu de vue. Il faut savoir que dans le bras qui était dans le bras intubation prolongée, il y en a eu quand même pratiquement un tiers, 27%, qui ont été finalement trachéotomisés. Alors les critères, nous avions comme critère principal, c'était les ventilateurs free days. Il n'y avait pas de différence et je vous montre les autres courbes. C'est vrai que la courbe de survie était identique. La courbe concernant l'incidence des PAVM n'était pas différente. Alors, sur le sevrage, vous voyez qu'il y avait eu un moment, on a cru voir un petit effet, mais qui ne s'est pas. On avait mis le point non pas à J30, on aurait eu un effet, mais on l'avait mis à J60 et il n'y avait pas de différence à ce moment-là. Mais une chose que nous retrouvions encore, on vous l'a montré tout à l'heure, il y avait beaucoup moins de sédation, une alimentation qui était reprise beaucoup plus précocement. Maintenant, pour les effets dans TRACMAN, là encore une trachéotomie très précoce versus une trachéotomie ou pas de trachéotomie du tout, mais beaucoup plus tardive, enfin au-delà de 10 jours, ce qui est déjà pas si mal. Il n'y avait pas de différence, là encore, sur la durée de séjour en réanimation, pas de différence sur l'utilisation des antibiotiques, mais moins de sédatifs. Alors quand on a des résultats comme ça aussi discordants avec des gens qui a priori sont honnêtes quand ils conduisent les études, alors le gros problème c'est que bien sûr dans toutes ces études, la trachéotomie on ne peut pas faire de placebo, on ne peut pas être trachéotomisé placebo. Donc on va reprendre un certain nombre de ces études et puis les pouler et voir ce que ça donne. Il y en a deux, et elles ne vont pas résoudre le problème puisqu'elles vont trouver des résultats un peu discordants. La première, donc, faite par Elias Siampos dans le Lancet, qui a été publiée donc, en 2014. Vous voyez qu'en prenant, c'est à peu près 13 études, la trachéotomie précoce diminue la mortalité en réanimation. Il y a moins 18% en risque relatif et moins 5% en valeur absolue. Elle est associée à moins de PAVM. Par contre, à 1 an, il n'y avait pas de différence avec seulement 3 études prises en compte. Une autre étude, une autre méta-analyse, publié dans le British Journal of Anesthesiology, où là, il n'y a pas de différence du tout sur la mortalité, alors que c'est à peu près les mêmes études. Il y a 4 différences dans les études. Ils ne vont pas retrouver la même chose à cause de ces 4 études différentes. En particulier, pas de différence sur la mortalité, pas de différence sur le risque de pneumonie acquis sous ventilation, ni sur le séjour, pas de différence sur la durée de ventilation, et là encore, quand même, moins de sédation. Donc la trachéotomie pour qui, je dépassais probablement un peu mon temps, mais je vais aller très vite maintenant, c'était l'essentiel du topo. Donc pour vous dire un petit peu l'évolution, les données épidémiologiques, sur des grandes études de cohorte, donc 18 000 patients, vous voyez 40 pays, 98, cohorte 2004 et cohorte 2010. Eh bien, vous voyez que les taux de trachéotomie, finalement, n'ont pas tant bougé que ça, puisque c'était 11%, puis 15%, ça a augmenté, et puis 14%, probablement, on va se retrouver comme dans les études précédentes, c'est-à-dire qu'on va avoir, en moyenne, 5 à 10% seulement des patients qui vont être trachéotomisés. Donc, c'est une sous-population. Bien entendu, chez les malades qui vont être ventilés plus longtemps, le pourcentage de trachéotomie va augmenter et on va passer à 20% de trachéotomie. Également, suivant les différents pays, il y a des petites différences. Il y a un peu plus en Europe et surtout, c'est suivant les populations. Ceux qui seront plus trachéotomisés, ce seront les patients qui ont des problèmes neurologiques, quelques PCO qui, malheureusement, ont été intubés. Elles ne devraient plus, et il y a encore quelques-unes, et puis les insuffisances respiratoires aiguës. Donc, en clair, les indications habituelles de la trachéotomie, c'est l'échec de l'extubation et une ventilation mécanique prolongée. Les recommandations des sociétés savantes pour se reposer sur elles restent malgré tout assez floues. C'est toujours une suspicion de ventilation mécanique prolongée, mais malheureusement, nous n'avons pas de bons scores ou de bons éléments de prédiction suffisamment fiables pour dire ce malade-là va être ventilé pendant très longtemps. Et donc ça pose le problème effectivement à quel moment on va la faire, soit précoce dans les 7 à 10 jours, soit plus tardivement au-delà du 21e jour. Probablement la vérité peut-être entre les deux. On essaye de faire de certains arbres de décision. Il est clair que si on sait d'emblée qu'on va avoir plus de 21 jours, quand on se trouve sur un malade qui a déjà eu un échec d'extubation, et puis sur un malade qui a des problèmes neurologiques, des troubles de conscience majeurs, eh bien on va plutôt s'orienter rapidement vers la trachéotomie et on va rapprocher par rapport à l'intubation.
Donc, quoi qu'il en soit, quand même, il faut rechercher quotidiennement si le patient est sevrable du respirateur, dès qu'on a le contrôle de la pathologie, le plus souvent par une épreuve de VS sur tube T. La décision de la trachéotomie, ça reste quand même arbitraire, c'est fondé sur un jugement clinique et l'expérience du service. Donc je dis oui à la trachéotomie en réanimation pour les malades les plus difficiles, car la trachéotomie, c'est la sécurité, le confort et un sevrage facilité. Je vous remercie et je remercie l'audience, mais aussi la SRLF qui m'a donné déjà pratiquement explicitement son soutien. Elle dit que voilà, il faut expliquer aux familles qu'on va les trachéotomiser. Puis j'avais prévu quand même juste trois petites photos. La controverse qui se passe pas très bien, voilà, là en haut. La deuxième qui se passe bien, j'espère que ça va être le cas. Puis alors qui se passerait très très bien pour moi, c'est celle-là.